Et l'invité ce soir de la réaction, Marek Alter, comment allez-vous? Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Pourquoi les Juifs? Quel drôle de titre pour cet ouvrage qui interroge la haine et l'antisémitisme. Pourquoi les Juifs? C'est une femme, en fait, que vous rencontrez à Bordeaux dans des signatures de livres. Vous étiez il y a quelques minutes à la librairie Kléber à Strasbourg. Eh bien, c'est une femme à Bordeaux qui vous dit pourquoi les Juifs? Ben oui, et après, elle s'est corrigée, elle dit pourquoi toujours les Juifs? C'est ça l'idée. Parce que c'est vrai, parce que pourquoi les Juifs, on aurait pu dire pourquoi les Arabes, pourquoi les musulmans, pourquoi les Noirs, pourquoi les homosexuels, pourquoi les rouquins, pourquoi les bossus. Ouais. Mais c'est vrai que chaque fois, nous avons besoin d'un bouc émissaire, quand ça ne marche pas. Quand ça marche, tout va bien. Hein. Pourquoi ça tombe toujours sur eux? Voilà, c'est ça que j'ai essayé de comprendre. C'est qu'il y a un très beau livre. Il faut savoir que quand j'ai écrit ça, l'épidémie de la grippe chinoise, on n'en parlait pas encore. Ouais. C'est fabuleux comment l'histoire rattrape l'histoire. Il y a un très beau livre de Jean Delumeau, un historien, que j'ai amené à Moscou pour donner des cours à mes étudiants, parce que j'ai 2 universités françaises en Russie. C'est la France, c'est moi qui l'ai créé. Voilà. Et il a écrit un livre, La peur en Occident. Il raconte le Moyen-Âge, comment les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils avaient peur du tout. Ils avaient peur des sorcières, ils avaient peur des maladies. Et là, la peste arrive. Et on cherche un bouc émissaire. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? C'est plus simple en donnant les Juifs derrière, quoi. Exactement. Et alors, ils se réunissent tous les évêques à Chambéry, et ils décident, c'est les Juifs qui ont empoisonné les puits. Mais en ce moment, donc, on voit une hausse des actes antisémites, plus de 74% en 2018 par rapport à 2017. On voit qu'il y a le cimetière juif de Quatzenheim qui a été profané. Qui sont abominables. Oui, vous pouvez voir en image si vous voulez. Il y a l'école maternelle du Conseil des 15 à Strasbourg aussi. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ce qui se passe, c'est qu'il y avait un frein. C'était la mémoire de la Shoah. Bon, il y a quand même 6 millions de Juifs. Et il y a 2 mois, j'ai amené une 50aine d'imams du monde entier pour dire une prière à Auschwitz. C'était très émouvant. Mais c'est fini. Ça veut dire que c'est un musée. C'est devenu un musée. Ma mémoire est devenue un musée. Ça veut dire que les gens qui s'en souviennent encore ne sont plus là. Simone Veil est morte, Elie Wiesel est mort, Pizarro est mort, Claude Lanzmann est mort, Jean Daniel vient de mourir. Bon. Toute une génération, je suis le survivant d'une génération, je tiendrai encore un peu, n'ayez aucune crainte, mais donc il n'y a plus quelqu'un pour dire « j'y étais ». Vous arrivez à Auschwitz, c'est un lieu. Mais en principe, il y a la mémoire collective, il y a quand même tout ça. La Shoah, à mon époque, quand j'avais l'âge de Camille, voilà, il y avait eu cette série télé qui était une série importante sur la Shoah, donc qui expliquait le génocide juif, d'accord, l'Holocauste, évidemment. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont 25 ans, on leur dit la Shoah, ils ne savent pas ce que c'est. Bien sûr. Mais c'est... Parce que l'histoire avance. Elle avance vite, 75 ans, c'est 3 générations. Ouais, c'est ça. C'est 3 générations. La Bible nous dit... il faut 75 ans pour que la mémoire devienne l'histoire. Tant qu'il y a la mémoire, on a encore l'odeur de la chair brûlée, on a un lieu où on dépose une fleur. Bon. Maintenant, les livres, on peut l'ouvrir ou pas ouvrir, on peut croire, ne pas croire, ça devient... Et puis, ça fait partie de tous les massacres de l'histoire. Charles Aznavour me disait, vous au moins les Juifs, quand vous avez un peu d'argent, vous construisez les écoles et vous racontez votre histoire. Nous, les Arméniens, on construit les églises. Ils ont fait la prière. Ce qui n'avait pas tort non plus. Alors, il y a des choses sur l'antisémitisme. Vous dites cette phrase. Depuis que je me souviens, c'est vous qui parlez, depuis que je me souviens, je sais qu'il désigne l'antisémitisme ceux qui ne m'aiment pas. Peu importe que je sois gentil ou méchant, les antisémites me rejettent tout simplement parce que je suis juif. Ouais. Et les juifs, c'est très particulier. C'est très particulier parce qu'un noir, on voit qu'il est noir. Un arabe, on voit qu'il est l'arabe, l'hindou qu'il est hindou, etc. Les juifs, il y a les juifs noirs, il y a les juifs à Port-Cuivré, il y a les juifs, on va à Bombay, il y a 6 synagogues qui sont des hindous, mais qui vont à la synagogue, donc on ne les reconnaît pas. Donc ce sont des hypocrites, dit le Coran. Ils se cachent. S'ils se cachent, c'est qu'il y a une raison.
Et vous essayez, même vous n'êtes pas juif, c'est pas grave, hein, vous êtes très belle. Donc vous rentrez dans un lieu où il y a des gens. On vous demande, vous êtes né où? Au lieu de dire, je suis né à Strasbourg, vous dites, je suis né, je sais pas, en Pologne. Vous dites, vous êtes polonaise? Vous dites, non, je suis juive. Il y a une seconde de silence. Ce que vous dites, c'est intéressant. Ce n'est pas naturel. Il y a ce distinguo que vous faites entre le racisme et l'antisémitisme. Vous venez de dire que l'antisémitisme, c'est la haine d'un autre qui est semblable. C'est un noir juif face à un autre noir qui ne l'est pas, c'est un blanc, un indien, etc. En revanche, le racisme, c'est la haine de l'autre qui est... L'autre est dissemblable. C'est-à-dire, je suis noir, tu es blanc, il est bleu, il est rouge, il est vert, il est indien. Et en fait, en cela, vous faites vraiment un distinguo entre l'antisémitisme et le racisme. Oui, parce que bon, il y a de la théorie des races que Hitler a entretenue. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de race. Bon, c'est fini. Donc, on peut dire, lui, il est différent de moi, il a d'autres traditions, il a la couleur de peau qui n'est pas la mienne, etc. S'il m'arrive quelque chose de mal, c'est sa faute. Bon. Or, les Juifs, on ne les reconnaît pas. Donc, il me fait plus peur. Ça veut dire, il est moi, mais maléfique. Il est comme moi, mais si moi je suis le bien, lui il est le mal. Donc si j'élimine le mal, je deviens parfaitement bien, parfaitement bon. Alors dedans, en fait, ça interroge un petit peu toute la culture juive, l'antisémitisme, etc. On va quand même rappeler que vous êtes né en 1936 dans le ghetto de Varsovie, que vous avez fui avec vos parents le ghetto de Varsovie. Et en fuyant le ghetto de Varsovie, vous tombez sur une patrouille de soldats allemands. Votre mère vous a toujours dit, si on te demande si tu es juif, tu dis non. Et là, dans cette Allemagne, dans cette Pologne, pardon, des années 43-44, le soldat allemand vous demande, tu es juif ? Et vous dites, bah oui, bien sûr. Et là, tout le monde éclate de rire, et le gradé dit, laissez-le passer, puisque l'enfant blague, un juif n'aurait jamais blagué comme ça. Et ça, c'était pour moi une leçon. Moi, je n'étais jamais à l'école, j'ai tout appris dans la rue. C'est l'expérience. Et j'ai appris, ma mère a tiré une leçon en disant, le meilleur mensonge, c'est la vérité. Bon. Mais moi, j'ai appris, ça veut dire, quand on dit ce qu'on est, on vous respecte. On n'a pas besoin de donner des explications. C'est comme ça, je suis juif, voilà, ça vous plaît pas. Et je ne demande pas l'amour. Pour moi, c'est drôle, dans les 10 commandements, vous n'avez pas le mot amour. Tu respecteras ton père et ta mère. C'est Jésus qui a pris une phrase d'Isaïe, tu aimeras ton prochain comme toi. On ne demande pas de s'embrasser sur la bouche, on demande de se respecter. Voilà, comme ça on ne passe pas la maladie. Parmi, et ça sera ma dernière question, j'ai évoqué un petit peu voilà, ce passé un peu incroyable. Et avant, puisque vous êtes arrivé il y a 10 minutes, je discutais avec Camille et Pia et je disais, ce monsieur a quand même rencontré Che Guevara en Argentine, Staline, Nasser, Sadat, Arafat, Poutine, Jean-Paul Sartre, vous en parlez beaucoup d'ailleurs, Simone Veil, Jean-Paul II reste l'une de vos plus belles rencontres. Je l'adorais. Pourquoi plutôt, on a fait appel à vous dans toutes sortes de conflits? Poutine nous a fait appel à vous avec l'arabe Arafat. Ils n'ont pas fait appel à moi, soyons modestes. C'est moi qui me suis imposé. C'est ça. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Sauf que Staline m'a donné une leçon. Quand on m'a envoyé avec des gosses pour donner des fleurs à Staline le jour de la victoire sur le nazisme, pour moi, Staline, c'était extraordinaire. C'est l'homme le plus extraordinaire. C'était après Stalingrad, on ne connaissait pas le goulag, on ne connaissait rien. C'est la victoire. Et je voyais ses portraits partout. Il est grand, il était beau, etc. Puis j'arrive, un bonhomme beaucoup plus petit que sur le portrait. Il avait plein de trous sur le visage parce qu'il avait quelque chose, une maladie infantile. Et puis, il sentait le tabac. Et au lieu de m'approcher de lui pour lui tendre le bouquet, j'ai reculé. Donc, il est venu vers moi. Et il a, d'une certaine manière, m'a décomplexé face au pouvoir. Un homme qui a un pouvoir, il est comme nous.
Et on va terminer avec cette bande dessinée. Je ne sais pas, Romain, si tu peux un tout petit peu zoomer. Allez, avance, mon garçon, avec la caméra. Ce petit bonhomme-là qu'on découvre dans cette bande dessinée, c'est Marek Alter. 30 secondes sur cette bande dessinée. Vous êtes, voilà, vous rentrez dans une BD, c'est pas mal. Pourquoi? Alors regardez, bouge pas, mon camarade. Et voilà, cette bande dessinée que vous nous ramenez de la librairie Kléber. Et vous êtes dedans comme défenseur de la paix.